Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être là ce matin pour accueillir plus officiellement Laurent Bonadei et avec Jean-Michel Aulas, vice-président de la Fédération, responsable du football féminin et président de la Ligue féminine de football professionnel. On est vraiment très heureux d'être là ce matin pour présenter, et il le fera de manière plus approfondie, Laurent avec nous. Nous avions avec Hervé Renard un objectif qui était sur les 2 dernières saisons, et puis nous savions qu'il y avait une échéance qui arrivait à la fin du mois d'août 2024. Et donc avec Jean-Michel Aulas, on s'est depuis plusieurs mois concerté pour anticiper la succession d'Hervé telle qu'elle était prévue dans notre calendrier. Et je pense qu'assez vite, l'un et l'autre, nous avons pu déterminer un profil qui a correspondu, je pense, dans notre esprit, très rapidement à celui de Laurent. D'une part parce que c'est quelqu'un qui avait la connaissance de notre équipe de France, et puisqu'il avait participé au staff de cette équipe de France aux côtés d'Hervé Renard en tant que son premier adjoint pendant les 2 ans, et si vous voulez on y reviendra, mais avec une satisfaction en tout cas sur ce qui s'est passé avec l'équipe de France au cours de ces 2 ans. Il avait aussi, et il a aussi, la confiance des joueuses, parce que c'est un élément évidemment déterminant lorsqu'on arrive à ces fonctions, avoir la reconnaissance en tant que professionnel, mais aussi le lien avec ses joueuses. Et puis, il avait aussi un passé de formateur, et ce passé de formateur, je pense avec Jean-Michel, nous est apparu aussi un élément très important dans le cycle dans lequel nous avions entré. Et puis enfin, il avait un projet qu'il nous a présenté, qui est un projet, je crois, innovant, qui fait que, en choisissant de confier l'équipe de France féminine à Laurent, nous avions à la fois garantie d'une continuité du travail qui a été amorcé il y a maintenant un peu plus de 2 ans, et l'introduction d'éléments innovants dans le projet qui est porté par Laurent. Et c'est pour ça que très rapidement nous avons pu convenir qu'il était celui qu'il fallait à l'équipe de France pour aller plus loin, puisque nous ne voilons pas la face. Les derniers Jeux Olympiques n'ont pas apporté la satisfaction dans le résultat que nous attendions. Je ne veux pas être trop long, mais je voudrais quand même aussi resituer, si vous voulez bien, en quelques mots, le projet football féminin de la Fédération, pour essayer de faire émerger la cohérence d'ensemble que nous avons. Ce matin, avec Laurent, nous parlons de l'équipe de France, qui est notre équipe phare, dans laquelle nous portons beaucoup d'espoir, et qui nous doit des résultats à la hauteur des talents qu'elle est capable de réunir, et c'est ce que nous demanderons à Laurent. Mais il faut bien avoir l'idée de l'ensemble de ce plan de développement du football féminin, qui comprend, et Jean-Michel en dira certainement quelques mots, la création de la Ligue de football féminine professionnelle, qui est une innovation attendue depuis longtemps, mais qui est maintenant une réalité, et puis le développement du football féminin de masse, avec l'objectif fixé de près de 500 000 licenciés féminines à l'horizon de 5 ans. Et juste pour donner une indication, les moyens consacrés par la Fédération depuis 2 à 3 saisons ont augmenté de 75% s'agissant du football féminin. Cette saison, nous serons à hauteur d'une 30aine de millions globalement pour le football féminin. C'est une progression
inédite qui non seulement sera confirmée, mais je l'espère sera amplifiée dans les saisons à venir parce que c'est une des priorités de la fédération et tout ce que je viens de rappeler de la base jusqu'à l'équipe de France s'inscrit dans ce plan de développement du football féminin qui doit nous permettre d'être parmi les meilleures nations en matière de football féminin. Et à la tête de notre vaisseau amiral, eh bien c'est Laurent qui aura la charge de faire rayonner nos couleurs dès l'Euro 2025, qui est le prochain objectif de cette équipe. Jean-Michel, peut-être un mot complémentaire. Oui, je vais être évidemment très bref. Merci Philippe d'avoir rappelé combien la fédération est derrière le football féminin et d'une manière générale derrière toutes les opérations qui permettent de donner à cette très grande fédération une image qui est celle que nous aimons tous, de proximité, d'écoute, d'inclusion, d'ouverture. Et c'est vrai que le football féminin, dans toutes ses composantes, doit apporter ce qu'il nous manque encore peut-être un peu, c'est-à-dire cette performance dans le temps qui va permettre d'expliquer tout ce qui a été fait. Alors, bon, Laurent va se présenter, je ne vais pas être très long, mais je vais simplement dire en amont quelques mots pour dire qu'il ne faut pas, je pense, analyser les résultats qui ont été quelquefois un peu trop tensés de manière négative. Nous avons au cours des 2 dernières années redressé, je pense, l'image parce qu'on a une équipe qui est une équipe performante. On a, c'est vrai, en Australie, et nous y étions avec Philippe, donc on a pu toucher du doigt les qualités et puis ce qui manque encore un peu à cette équipe de près. Nous avons en Australie perdu contre l'équipe organisatrice en quart de finale. C'était, pour ceux qui étaient, véritablement un match très difficile. On ne peut pas tirer des conclusions définitives, je dirais, d'une perte au pénalty dans un quart de finale de Coupe du Monde. Je voudrais dire aussi qu'au JO, là aussi, Philippe l'a rappelé, on est un peu déçus. Évidemment, on pensait, comme beaucoup d'équipes françaises, aller beaucoup plus loin. Mais je veux dire aussi que ce match contre le Brésil a été très particulier. Le Brésil s'est révélé par la suite en battant l'équipe championne du monde espagnole que personne n'envisageait battre et a fait bonne figure aussi contre les États-Unis en finale. Donc voilà. Entre-temps, on avait participé à cette finale de Nations League après avoir battu l'Allemagne à Lyon, ce qui démontre les qualités de l'équipe. Et puis on a battu successivement, même si on a perdu un des 2 matchs, l'Angleterre, on a battu les 2 fois la Suède. Et donc, quand je lis quelquefois que le classement à l'instant T du ranking FIFA est pas très bon, je veux le pondérer parce que ceux qui n'ont pas joué, évidemment, les JO n'ont pas perdu de points. Bon, la qualification pour les JO était extrêmement difficile. Et à l'inverse, on a fait de très très bonnes performances avec cette équipe. Et le sélectionneur Hervé Renard et ses adjoints, dont Laurent, qui est ici. Voilà, sur le reste, le football féminin, je pense que c'est pas l'objet aujourd'hui, mais je pourrais vous expliquer que le plan qui a été mis en place donc a permis à la Ligue d'être créée maintenant effectivement, et c'est la première année, et vous verrez que dans les affluences, que cela soit sur le plan télévisuel comme sur le plan des stades, il y a une évolution qui est très significative et qui nous donne l'envie de plonger. Voilà, ça me permet simplement de dire à Laurent que j'ai côtoyé avec Philippe donc, pendant cette Coupe du Monde et pendant les Jeux Olympiques, que c'est un plaisir de travailler avec lui parce qu'il a une vision et je pense qu'il va vous l'expliquer. Il a, me semble-t-il, détecté les points sur lesquels on va progresser tous ensemble pour aller vers
ce qui est notre objectif, c'est-à-dire être tout en haut le plus rapidement possible. Voilà. Laurent. Tout d'abord, je voudrais vous remercier, Président et Vice-président, pour la confiance que vous m'accordez. Remercier aussi également l'ensemble des personnes du COMEX, dont j'en vois certains et certaines ici, avec le DTN. Je pourrais remercier beaucoup de personnes au travers de ma vie qui m'ont amené ici, mais il y en a une particulièrement que je voudrais remercier aussi, puisque c'est son anniversaire aujourd'hui, c'est Hervé Renard. Donc le concours de circonstances a fait que cette conférence de presse a été faite aujourd'hui, mais je l'ai eu au téléphone juste avant. Vous savez l'amitié qui nous lie, vous savez tout le respect que j'ai pour lui, et je tiens à le remercier parce que dans une décision qui n'a pas été facile quand il s'agit de faire un choix, il n'y a aucun moment il a entravé et il s'est mis en opposition avec mes choix. Il a très bien compris, et depuis tout le temps qu'on se connaît et le travail qu'on a accompli ensemble en Arabie Saoudite, mais aussi avec cette équipe de France, il a compris quel était mon choix, et il m'a même encouragé à prendre sa succession. Donc voilà, ça c'était pour les remerciements. Ensuite, en ce qui concerne le projet, je ne vais pas non plus faire, c'est pas mon rôle non plus de faire un one-man show, simplement vous dire que ce que j'ai présenté au COMEX, c'est à la fois mon ambition de pouvoir faire progresser cette équipe avec une intervention en direct sur cette équipe avec mon staff et la faire évoluer pour atteindre les sommets comme on le souhaite. Mais en même temps, il m'a semblé important d'avoir un discours fédérateur et un investissement et un engagement auprès du football féminin dans sa globalité. Ce que j'ai commencé à faire depuis un mois en allant à la rencontre de certains clubs et des joueuses dans les clubs, parce qu'il me paraît utile que si on fait progresser le football féminin, ça servira aussi à l'équipe de France. Voilà, donc j'ai tout de suite apporté tout mon soutien au DTN. Il sait qu'il peut compter sur moi pour toutes les missions au travers des centres de préfo et de formation, au nombre de 8 en France, et puis aussi dans les clubs. Voilà, on doit être, je pense, en tant que fédération et en tant que sélectionneur, à l'écoute des demandes, des problèmes éventuellement qu'il peut y avoir dans les clubs, et qu'il y ait une communication fluide pour que chaque détail ait son importance, quand on sait que dans le football de haut niveau, ce sont les détails qui font la différence. Donc forcément, sur la partie de mon action en direct sur l'équipe de France, il y a des changements au niveau du staff. Je vais vous en faire part pour que vous ayez une image de ce que j'ai pu, comme l'a dit le Président, tirer comme conclusion de cette expérience avec les féminines depuis 18 mois, notamment au niveau du mental, puisque vous avez déjà relayé cette information bien avant cette conférence, mais pas que, puisque dans le staff, il va y avoir une partie fixe qui va rester, qui fait partie de la direction technique nationale, et une partie avec 3 personnes nouvelles. Donc je vais avoir un entraîneur adjoint qui s'appelle Stéphane Saillant, qui est quelqu'un que je connais depuis très longtemps, puisqu'on a passé notre formateur ensemble. Il a travaillé 11 ans au Qatar, quand vous savez que vous avez des contrats successifs d'1 an, et que chaque année on vous juge sur votre travail. Quand vous tenez 11 ans au Qatar dans le club d'Al Gharafa, ça veut dire que c'est quand même une source de compétences. Et il était dernièrement entraîneur des U17 en Arabie Saoudite, donc il va être mon adjoint sur la partie technico-tactique. Ensuite, il y a Sabrina Viguier, que vous connaissez bien, 93 fois internationale, 7 fois championne de France, avec 2 clubs différents, 4 fois avec Lyon, 3 fois avec Toulouse, qui est dans mon staff la personne qui est un petit peu le couteau suisse. Elle va être sur le terrain, elle va être à la préparation physique, mais sa mission principale, ça va être d'être en relation avec toutes les équipes de jeunes, puisqu'elle est responsable des U23
jusqu'au U15, et donc c'est avec elle aussi que je vais échanger pour la bonne relation qu'il faudra avoir avec l'équipe du U23, dont j'aurai aussi la responsabilité. D'ailleurs, à ce titre-là, il va y avoir un nouveau sélectionneur qui va être nommé sur cette catégorie. Ensuite, Thomas Pavillon, préparateur physique, quelqu'un qui est à la fédération depuis 2019, une personne très pointilleuse, perfectionniste, exigeante, qui est aussi à la tête de la formation des entraîneurs préparateurs physiques au niveau de la DTN. Ensuite, Gilles Fouache, qui a 17 ans d'ancienneté dans l'institution fédérale, et qui lui aussi est à la tête des diplômes d'entraîneur de gardien de but, donc un gros vécu et une grosse expérience. Il sera aussi en charge, et il va continuer tout ce qui est l'analyse et la préparation des coups de pied arrêtés, qui est une partie importante de la stratégie. Et puis un nouvel analyste vidéo, puisque j'ai appris la semaine dernière, et j'étais très heureux pour lui, que Clément Hibert, après 12 années sur l'équipe de France féminine, va rejoindre Didier Deschamps et Thierry Marzalek pour les aider sur les montages vidéo et l'analyse vidéo avec l'équipe de France A. Donc forcément, la promotion interne qui prévaut, et à partir du moment où il y a les compétences, je me suis tourné vers Thierry Marzalek, et en accord, nous avons décidé que Maxime Foucault, après 14 années au sein de la fédération, allait être notre analyste vidéo. Il a pour lui le fait d'être champion du monde en 2012 avec les U17 féminines, donc c'est quand même un point positif, puis champion d'Europe en 2013 avec les U19, et notamment des joueuses comme Grace Gayoro, Sandy Toletti, Kadida Toudani, qui sont aujourd'hui des joueuses importantes de cet effectif. Et enfin, pour finir, Thomas Samu, préparateur mental, que vous avez eu l'occasion de découvrir et de voir lors des Jeux Olympiques, puisqu'il a œuvré auprès de Florent Manodou et Léon Marchand. Mais il faut savoir que c'est une personne que j'ai rencontrée à Nice en 2016. On se connaît déjà depuis un petit moment. J'avais expérimenté en 2004 le fait d'avoir un préparateur mental avec les U17 de l'OGC Nice. Ça s'était très bien passé. Donc c'était dans un coin de ma tête, lorsqu'on se prépare à être entraîneur numéro 1, d'avoir dans mon staff toutes les composantes qui se rapportent au terrain. Et Thomas, l'année où on s'est connu à Nice, c'est l'année où Lucien Favre finit 3e. Il était la saison dernière à Brest, où ils ont fait une très belle saison. Et il a aussi cette particularité qui m'a plu. Il a œuvré aussi auprès du public féminin, puisqu'il a été pendant 5 ans au pôle gym France de Marseille. Alors il a plus de 200 médailles à son actif, mais il a aussi une skieuse, il a aussi une athlète. Donc il connaît aussi le public féminin. Et sa mission va être évidemment de faire progresser toutes ces joueuses au niveau mental, et de faire un suivi tout au long de l'année, et de travailler aussi sur la cohésion d'équipe. Alors c'est pas un gourou, hein, c'est pas un psychologue, c'est pas Thomas Samu qui va faire que d'un seul coup l'équipe de France va gagner. C'est un ensemble de choses avec tout un staff, et également un staff médical avec quelques aménagements, et notamment l'arrivée d'un nouvel ostéopathe, d'un 4e kiné. Donc j'en profite encore pour vous remercier, Président, de tous ces apports au niveau du staff, parce que l'accompagnement des sportifs de haut niveau aujourd'hui, il est très important, et dans tous les domaines. Voilà, j'ai la chance d'avoir aussi avec moi un staff et notamment un team manager très performant, en la personne de Jules Wolgus, qui est ici à la fédération, qui fait un travail remarquable, et puis également une attachée de presse qui devrait bientôt avoir un bel événement à venir, remplacé par Jérôme Ilagou, qui est actuellement en Ouzbékistan. J'en profite pour souhaiter bonne chance à cette équipe et ce quart de finale contre le Paraguay.
et puis un team manager et puis tous les services médiatiques, Antonio Meza, Sébastien également. Voilà, donc j'ai autour de moi toute une équipe avec des gens passionnés comme moi, travailleurs, et comme j'avais pu le dire auparavant, voilà, il va falloir faire preuve de beaucoup d'humilité et de travail pour mettre en place ce projet et avancer ensemble. Donc au niveau des U23, pour finir cette présentation de staff, c'est Fabien Lefebvre qui va prendre en charge cette sélection. Fabien Lefebvre qui est formateur également pour travailler auprès de ce public, mais qui a également le BEPF. Voilà, il sera assisté de Cécile Locatelli et puis de Damien Hervé et Jérémy Moureau pour la préparation physique et l'entraînement des gardiennes de but. Je pense avoir donné assez rapidement l'ensemble des composantes du staff qui va m'accompagner. Sachez que je suis extrêmement motivé, engagé. J'ai beaucoup voyagé sur le dernier mois pour rencontrer une grande partie des joueuses. J'en ai rencontré déjà 31 de visu. J'ai été voir aussi certains clubs. Je me suis déplacé au Havre, à Paris, à Lyon, à Fleury. J'ai dans mes missions d'aller dans tous les clubs en France pour être à leur écoute et pouvoir aider à ma façon. J'ai été aussi en Angleterre. Je me suis rendu compte, on a la chance d'avoir Sonia Bonpastor, Jocelyn Prêcheur et Amandine Miquel qui se sont expatriés. Je pense que c'est aussi très bien pour le football français et le football féminin que des coachs français compétents puissent aller là-bas. J'ai pu voir aussi les installations et vraiment la dynamique qu'il y a là-bas. Et effectivement, c'est une bonne chose que la Ligue professionnelle se soit créée et que des moyens arrivent sur le football féminin parce qu'il ne faudrait pas trop prendre de retard. Voilà, je pense avoir abordé pas mal de sujets, donc je suis à votre écoute. Merci beaucoup, Laurent. Maintenant, je crois que la tradition veut que ce soit la salle qui s'exprime. Bonjour messieurs, bonjour Laurent, Anthony Reich, RMC. C'est l'éternelle rengaine de la question depuis pas mal d'années, mais comment faire enfin gagner cette équipe de France? Comme j'ai expliqué un petit peu précédemment, il faut déjà faire progresser pour ambitionner gagner. C'est une équipe qui a déjà gagné. Bien sûr, on va retenir que sur les 8 derniers quarts de finale, 7 fois on s'est arrêté en quart de finale, mais comme l'a dit M. Aulas, on a quand même été jusqu'en finale de cette Ligue des Nations, la précédente. Donc la faire gagner, j'ai estimé qu'effectivement, d'un point de vue mental, il y avait peut-être certaines choses à travailler, à développer, à faire progresser auprès des filles. C'est pour ça que j'ai contacté Thomas Samut en ce sens. Je pense que de renouveler aussi une part du staff pour amener un discours, une nouvelle fraîcheur auprès des filles sera utile. J'ai la chance, sur ces 2 premiers rassemblements, d'avoir 4 matchs amicaux. Donc au travers des 4 matchs amicaux qui constituent une première phase de travail et de préparation, je vais pouvoir m'attacher beaucoup au contenu, même si je sais très bien que je serai attendu sur le résultat, mais ce sera l'occasion de travailler certainement un système différent, d'enrichir les filles sur une approche tactique différente, en complément de ce qui a déjà été travaillé. Bonjour, c'est Nidana pour l'équipe. Question pour, je sais pas si on entend, pour messieurs Aulas et Diallo. Quand vous aviez choisi Hervé Renard, il y avait aussi ce défi d'image, de donner de la visibilité à l'équipe de France. Hervé Renard s'était placé un petit peu en VRP aussi du football féminin français.
sans faire injure à Laurent, il est peut-être moins identifié par le grand public par rapport à Hervé Renard. Est-ce qu'il y aura toujours cette envie aussi de promouvoir l'image de l'équipe de France via le nouveau sélectionneur, ou c'est un changement total de stratégie pour l'équipe de France? Tu veux dire un mot? Vas-y, En tout cas, bon, quand Hervé était arrivé, et ça me permet d'abord de saluer son passage, parce que je pense que, même si j'ai vu ici ou là des observations parfois mitigées sur le parcours, moi je suis assez satisfait, je pense qu'on est assez satisfait des 2 années qui ont été passées par Hervé à la tête de l'équipe de France, et avec l'ensemble de son staff, parce que, pour l'avoir vécu de près, j'ai senti que l'équipe avait progressé dans son professionnalisme, et on y avait apporté les moyens, mais Hervé a apporté avec son staff un plus. Il avait la notoriété et cette capacité à apporter de la lumière à l'équipe de France, et donc ça aussi, ça faisait partie du package. Et aujourd'hui, on a Laurent. Laurent, d'abord, il faut savoir qu'il est connu par tous les spécialistes du monde du football, puisqu'il a une longue carrière dans les clubs, et donc de ce point de vue-là, il a une crédibilité. On est là justement pour accroître sa visibilité auprès de l'équipe de France. Mais vous savez, c'est comme en foot en général, ce sont les résultats qui vont intervenir et la façon dont il va faire jouer son équipe, les résultats qu'il va obtenir, qui vont petit à petit permettre à cette équipe de France d'avoir la notoriété qu'elle mérite. Mais lorsque je la vois évoluer, et je pense qu'il n'y a aucune raison que les choses changent, mais on l'avait vu sur les dernières années, affluence dans les stades, audience, tout est en croissance. Notre équipe de France a battu dans les derniers mois, encore une fois, le record de spectateurs, c'est la demi-finale de la Ligue des Nations à Lyon, et les audiences sont aussi au rendez-vous. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, avec l'arrivée de Laurent, on a voulu, je vous dis, conserver tout ce qui avait été positif dans ce qui a été fait sur les 2 dernières années auxquelles Laurent a participé activement. Et donc ça, c'est l'élément, je dirais, de continuité. Et je crois que lorsque cette équipe va jouer, elle va rencontrer, et Laurent bénéficiera, la notoriété qui viendra avec et la lumière qui viendra avec. Oui, en complément, je dirais que c'est une construction. L'arrivée d'Hervé sur le plan médiatique a permis, entre autres, de changer la vision du public, des journalistes, du football féminin, avec de l'ambition. C'était un projet court terme, il aurait pu être long terme, mais c'était un projet court terme. Là, on est entré dans la vision de concrétisation de ce qui a été remis en place en termes d'image, en termes de perception. Ça fait partie d'un plan qui est un plan cohérent au niveau du football féminin à la fédération, et c'est un projet moyen-long terme. On n'est pas dans le court terme, et on est assez convaincu que ce qui a été fait a beaucoup changé la vision de ce football féminin, et même si on n'a pas obtenu tous les résultats que l'on souhaitait, on sait qu'il y a eu des transformations très importantes. Et puis le fait d'avoir à côté cette ligue professionnelle qui démarre officiellement cette année, avec des licences qui imposent un certain nombre de structures au club, les centres de formation qui ont été créés, donc déjà maintenant on va passer à 9 centres de formation, toute une organisation au service de l'équipe de France, et qui vont consolider, je pense, complètement, non seulement les résultats, mais la vision du public du football féminin. Et en plus, c'est inéluctable, parce que c'est partout. C'est partout en Europe, c'est partout aux États-Unis. Et je voudrais simplement vous dire, parce que ça permet de montrer l'intérêt. Aujourd'hui, il y a non seulement un intérêt pour le football féminin français localement, mais on a beaucoup d'investisseurs qui viennent s'y intéresser sur le plan de l'organisation interne. Et c'est important à un moment où on sait très bien qu'on a des difficultés sur le plan des structures et des revenus du foot professionnel masculin, d'avoir des investisseurs féminins qui puissent venir nous aider à construire le football féminin de demain en France. Et tout ceci est lié avec
avec cette équipe de France, le fait que Laurent ait pris la peine d'entrer, d'aller voir tous les entraîneurs des équipes françaises, de voir les joueuses là où elles sont, à l'étranger ou ici. Voilà, on est dans un projet global, et moi je suis convaincu qu'on a fait une partie du chemin et que la belle partie va s'ouvrir. Bon. Bonjour messieurs. Ici, Richard Gold, La Voix du Nord, La Voix des Sports. Laurent, on a eu l'occasion de se connaître dans une autre vie quand vous étiez pro, joueur. Ça fait 20 ans que vous êtes entraîneur, mais c'est la première fois que vous montez en première ligne, si on peut le dire comme ça, avec une équipe de première. Qu'est-ce que ça change pour vous dans votre façon de voir les choses? Alors il y a le jeu médiatique qui commence aujourd'hui, par exemple, c'est pas forcément un exercice auquel vous avez été habitué. Il y a aussi le rapport aux joueuses, vous étiez l'adjoint, maintenant vous êtes le numéro 1. Qu'est-ce que ça change dans votre relation, dans votre travail? Et est-ce que c'est un défi auquel vous êtes préparé depuis longtemps? Oui, on s'y prépare. Forcément, vous savez, bon, déjà quand vous êtes entraîneur de jeunes, vous êtes en quelque sorte numéro 1, mais il n'y a pas la pression des résultats. Mais je peux vous dire que quand vous avez les U17 qui sont en pleine poussée d'hormones comme Mike Maignan, Adrien Rabiot, Kingsley Coman, Presnel Kimpembe que vous allez aller gérer, vous avez d'autres problèmes, mais vous êtes déjà un peu préparé. Donc oui, et j'ai passé mon BEPF en 2019 par la fédération, donc ça fait déjà un petit moment que je me prépare à ce jour et à prendre ces responsabilités. Ce que j'ai dit aux joueuses, c'est que l'homme, il ne change pas. C'est pas parce qu'on est adjoint, numéro 1 ou directeur sportif que la relation humaine doit être différente. Moi, je leur ai dit, votre regard, il peut changer vis-à-vis de moi parce que forcément, je vais avoir des responsabilités, des choix à faire et je ne vais pas faire que des heureuses parfois. Mais d'un point de vue humain, je vais rester le même, je ne vais pas me prendre pour un autre non plus. Vous parliez d'image tout à l'heure, de visibilité, et forcément que ce nouveau rôle va m'exposer, et donc automatiquement, quand on est une personne responsable, on se doit d'être vigilant à ce qu'on fait et dans sa vie de tous les jours, mais aussi dans le cadre de sa profession. Donc c'est quelque chose que j'avais préparé en amont, que ce soit pour moi-même, mais aussi pour ma famille. Et donc, je vais découvrir après au jour le jour, comme aujourd'hui cette conférence de presse, forcément c'est la première, mais j'en avais déjà fait quelques-unes à Doha lors de la Coupe arabe, puisque Hervé m'avait laissé la responsabilité de l'équipe. Voilà, et j'ai aussi à mes côtés un conseiller en communication qui m'aide dans ce sens. Voilà, je suis organisé de manière à répondre au mieux aux exigences de cette fonction. Bonjour, Johanna Swan pour Instinct Foot. Vous êtes à la tête de cette équipe de France, vous connaissez les joueuses qui étaient sous Hervé Renard, mais est-ce qu'on aura par exemple l'occasion de voir des joueuses qui n'étaient pas forcément sélectionnées par Hervé Renard et qui performent très bien à l'étranger, notamment le cas de Melvin Mahler? Alors, bon, aujourd'hui c'est une conférence de présentation. Comme vous le savez, le 17 octobre, il y aura une présentation, conférence de presse de la liste. Mais puisque vous posez la question, et je vais vous répondre en toute transparence, ce que j'ai dit aux joueuses, et ce que je dis à toutes les joueuses, c'est que tout le monde a sa chance, mais personne n'est indispensable. Voilà. Et on peut se rendre compte qu'à chaque jour suffit sa peine, puisqu'aujourd'hui, vous avez vu, comme moi, qu'Antoine Griezmann a annoncé l'arrêt de sa carrière internationale. Donc, on va avancer comme ça dans le temps. Et vous parliez de Melvin, ben justement, je l'ai rencontré, j'étais à Manchester la semaine dernière, on a bien échangé. C'est une joueuse qui avait été appelée, qui n'a plus été appelée, qui potentiellement peut être appelée. Voilà, elle était remplaçante ce week-end, elle est rentrée en cours de jeu, on l'a suivie, je la suis.
Bonjour Laurent Bonali, bonjour Philippe Diallo, bonjour Jean-Michel Aulas, Isabelle Gracien d'Infosport 75. J'ai une question pour vous, monsieur Bonali. En tant que nouveau sélectionneur de l'équipe de France, successeur d'Hervé Renard, quelles sont selon vous vos qualités particulières qui feront que l'équipe de France va performer? Mes qualités, c'est jamais évident de parler de soi-même, mais je dirais que moi j'attache beaucoup d'importance à la relation humaine. D'ailleurs, c'est pour ça que j'étais l'adjoint d'Hervé, c'est pour ça que Stéphane Sagan me rejoint aussi. Mes qualités de formateur, je pense, vont être utiles parce que je l'ai déjà constaté auprès de ce public depuis 18 mois, à savoir que ce sont des joueuses qui sont très à l'écoute, très professionnelles, il y a un vrai feedback et je sens que chaque fois qu'on leur donne une consigne ou un conseil dans le détail, elles essayent d'appliquer déjà la première chose et puis elles insistent, elles essayent de progresser. Voilà, donc je pense que tout mon passé de formateur et les échanges que je peux avoir avec les joueuses dans le détail pour les faire évoluer sera utile, mais pas que. Je pense aussi que je suis quelqu'un de perfectionniste et sur l'approche tactique des matchs, je pense qu'il sera important de continuer le travail et de continuer à faire progresser cette équipe dans les automatismes et aussi dans l'approche de différentes situations pour qu'elles ne soient pas toujours dans un cadre à respecter exactement, mais qu'elles aient un cadre plus large pour pouvoir s'exprimer et passer d'un système à un autre plus facilement, d'aborder plus rapidement les problèmes de jeu qu'elles ont lors des matchs. Bonjour Laurent Frichereau, le chef d'équipe. Vous arrivez avec beaucoup d'ambition à la tête de cette équipe de France. On a pu le voir cette semaine, il y a eu l'élimination du Paris Saint-Germain et du PFC en Ligue des Champions. Est-ce que ces deux éliminations avec un seul représentant français, ça témoigne pas un peu peut-être d'un déclassement du championnat français par rapport aux concurrents européens? Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète un peu? Je n'ai pas d'inquiétude sur la capacité de ces clubs à former de très bonnes joueuses, à les développer pour obtenir des résultats. Effectivement, ça faisait 7 fois consécutivement que Paris était qualifié pour la phase de groupe. Donc pour cette équipe, je parle de Paris Saint-Germain, pour cette équipe, c'est vrai que ça pourrait être assimilé à un coup d'arrêt. Pour nous, effectivement, c'est un club qui a en sa possession un nombre important de jeunes joueuses et prometteuses et aussi de joueuses cadres. Ils sont tombés contre la Juventus de Turin. Malgré tout, il faut aussi respecter et féliciter cette équipe où Pauline Perromagnin, Lindsay Thomas et Estelle ont figuré, Cascarino. Voilà, pour le Paris FC, il faut reconnaître qu'elles sont tombées sur une équipe de Manchester City armée. Si on fait le parallèle entre les deux équipes, il y avait sur le 11 de départ 8 Françaises du côté du Paris FC pour 3 étrangères, alors que du côté de Manchester City, il y avait 8 étrangères pour 3 Anglaises. Et c'est aussi une question de moyens que Manchester City a mis au service de cette équipe. Et pour Paris FC, la difficulté de vivre cette double confrontation, alors que l'année passée, ils avaient réussi l'exploit contre Arsenal et Wolfsburg. Donc voilà, après Paris FC fait un très bon début de championnat aussi. Donc je crois que en ce qui les concerne, je ne suis pas certain que du côté du Paris FC, il y ait de grosses conséquences psychologiques, on va dire, peut-être un petit peu plus du côté du Paris Saint-Germain, parce que leur projet et les attentes étaient fortes à ce sujet-là. En ce qui concerne l'équipe de France, il y a des joueuses internationales qui jouent aussi dans des clubs qui sont qualifiés, comme le Real Madrid, Chelsea, la Juventus de Turin, l'Olympique Lyonnais. Donc toutes ces équipes, on va les suivre et on va suivre les joueuses dans ces compétitions. L'année dernière, Hervé se satisfaisait d'avoir 3 équipes en phase finale de groupe de Ligue des Champions.
forcément, de mon côté, c'est une petite déception, mais c'est pas un coup d'arrêt dans le football français travaille. Il y a beaucoup de jeunes joueuses de talent dans ces deux clubs à Paris. Le bassin parisien, comme on a pu le voir chez les garçons, est un vivier très important de très bons joueurs. Et j'ai la conviction et la certitude, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai l'ambition et beaucoup d'ambition pour cette équipe, que dans ce vivier, ce bassin parisien va éclore de nouveaux talents. Bonjour, Fabien Lévesque, France Télévisions. Question pour Monsieur Diallo. Je fais un petit pas de côté. Laurent l'a évoqué furtivement avec Antoine Griezmann. Est-ce que vous êtes surpris ou pas de la réaction et du coup le fait que Antoine arrête sa carrière en équipe de France aujourd'hui? Je ne sais pas si c'est le lieu pour évoquer ça, puisqu'on est dans la présentation de Laurent, mais on savait qu'il y avait une réflexion qui était en cours chez Antoine Griezmann, depuis l'Euro, puisque les échéances arrivaient, donc c'est une demi-surprise, parce qu'encore une fois, il avait cette réflexion. Aujourd'hui, il l'annonce, et c'est évidemment pour moi l'occasion de rendre un immense hommage à ce joueur qui non seulement est un des piliers de l'histoire de l'équipe de France, près de cette sélection, les meilleurs passeurs de l'histoire de l'équipe de France, vainqueur évidemment de la Coupe du Monde, donc un palmarès extraordinaire, mais aussi un amoureux du jeu, du football, qui a beaucoup de joie lorsqu'on le voit sur le terrain, et puis un amoureux de l'équipe de France et du maillot bleu, pour lequel il a été d'une fidélité, d'une loyauté extraordinaire tout au long de sa carrière. Donc voilà, la fédération et le football français lui doit une formidable reconnaissance aujourd'hui à la suite de la décision qu'il vient de prendre, qui lui appartient. Mais nous en gardons en tout cas en mémoire, nous garderons en mémoire en tout cas encore une fois ce formidable joueur qui nous aura apporté énormément tout au long de sa carrière et qui a aujourd'hui la reconnaissance non seulement de la fédération, mais je pense de tous ses pairs, de tous ses collègues, coéquipiers de l'équipe de France, dans lequel il rayonne depuis de très très nombreuses années. Alexis Matteucci pour Canal+ Infosport. Bonjour. Question pour vous, Laurent. De par le fait que vous êtes l'adjoint d'Hervé Renard, l'ancien adjoint d'Hervé Renard, qu'est-ce que vous comptez changer, notamment en termes de tactique dans le jeu? Je ne parlerai pas de changement, je parlerai simplement de faire évoluer certaines choses. Et le premier stage sera l'occasion justement d'aborder certains points sur l'animation offensive et défensive aussi avec l'ensemble de mon staff. Ça ne vous a pas échappé qu'on a sur le côté gauche certains profils de joueuses qu'on n'a pas forcément sur le côté droit, même s'il y a certainement de jeunes joueuses qui peuvent arriver, donc pourquoi pas expérimenter une défense à 3. Voilà, c'est dans la réflexion, je ne vais pas rentrer dans les détails de tout ce qu'on est en train de mettre en place, élaborer sur le projet de jeu que l'on présentera aux joueuses lors du stage le 21 octobre. Mais voilà, les matchs amicaux, en tout cas, seront l'occasion pour nous d'expérimenter, de tester un nouveau système en complément de celui qui avait déjà été travaillé et bien travaillé avec Hervé Renard. À nouveau, c'est Nidalva pour l'équipe. Question pour vous, Laurent. Un petit peu rejoindre les questions précédentes. Vous l'avez dit, l'équipe de France a souvent buté en quart de finale. Il y a pas mal de sélectionneurs avant vous qui ont pensé pouvoir passer ce cap. Est-ce que finalement, en quart de finale, c'est pas le niveau de cette équipe et voilà, est-ce qu'il n'y a pas une fatalité à se dire que finalement, on ne peut pas faire mieux que l'écart? Moi, je ne vais pas être fataliste. Déjà, je suis quelqu'un d'optimiste et de positif. Le constat, effectivement, il est là. Quart de finale, c'est sûr qu'il ne faut pas se voir plus beau que ce qu'on est, déjà, première chose. Et donc, si on se positionne dans un rôle d'outsider, ce ne serait pas plus mal. Comme on est 10e au classement FIFA, à la rigueur, on ne va pas nous mettre en favori. Et
donc oui, cette équipe, elle doit se situer bien sûr bien plus haut que cette 10e place du classement FIFA. Les attentes, elles sont élevées, certes. Il ne faut pas se satisfaire de son sort et du minimum. Il faut toujours essayer de rechercher l'excellence, l'exigence et la performance. C'est ce dont je vais m'attacher à faire, et mon ambition, c'est de gagner des matchs, c'est de faire progresser cette équipe, et bien sûr d'être le premier à gagner un trophée avec cette équipe. C'est quand même un challenge excitant et motivant. Voilà, donc je ne me permettrai pas de commenter ou de comparer même les autres sélectionneurs, ou de me comparer avec d'autres sélectionneurs, mais tout simplement je pense que c'est un travail qui a été mis en place par tous les sélectionneurs depuis tant d'années, un peu comme on construit une action pour aller marquer un but. Évidemment, si je peux être celui qui va marquer le but, je serai content, et on pourra dire que c'est Hervé qui est à la passe décisive. Donc voilà, oui, je crois que replacer cette équipe à un niveau plus raisonnable, et en se disant effectivement, ne nous voyons pas plus beau que ce qu'on est, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas ambitieux, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas l'intention de gagner des trophées, de gagner des matchs, au contraire. Voilà, mais surtout humilité et travail. Merci à tous. On se retrouve avec Laurent pour les prochains matchs des Bleus. Ce sera contre la Jamaïque et la Suisse. Merci.